Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie bien sûr les organisateurs d'ICOM France de leur invitation et j'adresse un salut particulier et complice à Hélène Lafont-Couturier qui nous accueille aujourd'hui. Ma présentation va se diviser en trois parties. Tout d'abord, je vais vous donner quelques faits sur le musée, puis je vous dirai de manière assez théorique comment nous avons envisagé la transformation du point de vue du récit avant de vous montrer des photos de ce qu'a donné cette approche lorsqu'elle était théorique. Quelques faits tout d'abord. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est la seule fois que je vais donner son nom en entier, a été fondé en 1988 et en 2013, après 22 mois de travaux, il a rouvert, agrandi avec une nouvelle exposition permanente, l'aventure humanitaire. Depuis la réouverture, nous avons augmenté la fréquentation d'environ 20%. Nous recevons en moyenne près de 120 000 visiteurs par an, ce qui nous place au 3e rang des musées de Genève et dans le top 20 des musées suisses. J'étais évidemment très fier de ces chiffres, mais après la présentation du professeur Lusso, je n'ai pas fait de calcul, mais je pense qu'on doit être à 3 ou 4 minutes du Dubai Mall. La moitié de nos visiteurs a entre 15 et 25 ans et 57% proviennent hors de la Suisse. La nouvelle exposition a reçu le Kenneth Hudson Award de European Museum of the Year Award pour, je cite, le parfait équilibre trouvé entre l'acuité de son message et les multiples nuances de son expression, vecteur d'espoir et de persévérance. Fin de citation. Au-delà de l'autosatisfaction, c'était pour introduire le sujet justement de l'adéquation du contenant et du contenu. J'en viendrai maintenant au choix que nous avons effectué. La réflexion autour de la création de la nouvelle exposition permanente nous a amené à faire deux choix principaux. Le premier, c'est une exposition thématique organisée en 3 thèmes. L'exposition précédente était chronologique. Et deuxième choix, une exposition qui tienne compte de la spécificité d'un musée. J'ai là d'enfoncer une porte ouverte, mais au moment de la conception, nous avons toujours eu en tête cette question, qu'est-ce qu'un musée peut apporter de spécifique, et notamment un musée d'histoire et de société, puisque nous ne nous considérons pas et ne sommes pas un musée institutionnel. Qu'est-ce qu'un musée d'histoire et de société comme le nôtre peut apporter d'original à l'heure d'Internet ? Si vous voulez des informations sur la Croix-Rouge ou sur l'humanitaire, en 3 clics, vous avez des thèses accessibles fort bien faites. Donc, que pouvons-nous faire ? Au niveau de notre récit, donc, nous avons fait ce choix thématique. Nous avons choisi 3 thèmes. Défendre la dignité humaine, restaurer le lien familial et réduire les risques naturels. Ce qu'il est important de se dire, c'est que au-delà des périodes troubles de l'histoire ou des conflits actuels, ces 3 termes concernent chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui et pour les décennies à venir. Ce qui était extrêmement important pour nous, et je le dis sans mettre de gants politiquement corrects, c'était d'éviter à tout prix un musée dans lequel des Occidentaux suisses viennent voir les malheurs du monde. Donc un musée qui s'adresse à tout le monde et qui donc puisse être conçu par tout le monde. Comme nous avions décidé de présenter ces 3 thèmes dans des espaces indépendants, nous avons eu l'idée originale, puisque, comme l'a dit en introduction aussi le professeur Lusso, c'était notre production de singularité, nous avons confié la réalisation de ces 3 espaces à 3 architectes différents, provenant d'horizons culturels différents, qui ont été choisis lors d'un concours international. Le principe narratif, je vous l'ai dit,
les 3 thèmes ont été développés selon un même principe narratif, c'est-à-dire un message principal à 2 niveaux, dans 2 étapes visuellement et architecturalement distinctes. La première étape, c'est une étape de pendant laquelle le visiteur vit une expérience émotionnelle. Et une deuxième étape durant laquelle le visiteur reçoit des informations sur le thème en question. Le second choix, c'était créer une exposition qui tienne compte de la spécificité d'un musée. Nous avons privilégié 3 aspects. Premièrement, l'émotion. Une de nos consultantes nous a rappelé que, je cite, « l'émotion, c'est comme l'eau. Un peu, il en faut, trop, on se noie. » Donc, dans un musée comme le nôtre, évidemment, l'émotion est facile. Donc, comment faire pour ne pas jouer de l'émotion, pour séduire, je mets des guillemets évidemment, le visiteur. C'est pourquoi nous avons décidé d'abord d'assumer l'émotion et de l'assumer en la séparant du récit et de l'étape de l'information. Vous verrez très concrètement ce que ça donne. Et deuxièmement, nous avons choisi d'impliquer personnellement les visiteurs. Plusieurs éléments interactifs leur permettent de comprendre en faisant ce que peut être l'action humanitaire. Et enfin, les témoins. Nous voulions rappeler que l'être humain est au cœur de l'action humanitaire. J'ai à nouveau l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais ce qui est très important, c'est que pour un musée comme le nôtre, justement, il ne s'agit pas d'avoir le point de vue de l'institution, que fait-on sur le terrain, mais bien le point de vue de tous les acteurs, comme on les appelle, de l'humanitaire, c'est-à-dire aussi bien ceux qui apportent l'aide que ceux qui la reçoivent. Sur la base de ce scénario, nous avons organisé un concours. Chaque architecte a réalisé l'ensemble de l'exposition et nous avons choisi, d'entente avec eux, qui réaliserait quel espace. Et là, c'est vraiment l'adéquation entre le contenant et le contenu qui a déterminé nos choix. Nous avons donc choisi Gringo Cardia du Brésil pour défendre la dignité humaine, Diébedo Francis Kéré du Burkina Faso pour restaurer le lien familial et Shigeru Ban du Japon pour réduire les risques naturels. Et c'est le bureau suisse Atelier Oi qui a réalisé tous les espaces communs, donc symboliquement. Et c'est un bureau genevois qui a réalisé le nouveau bâtiment agrandi. Donc Genève, la Suisse, le monde, on était dans le symbole de la Croix-Rouge qui, comme vous le savez, est né à Genève. Je vais donc maintenant vous montrer quelques exemples de ce que je viens de vous expliquer en théorie. Tout d'abord, quand les visiteurs entrent, la première pièce qui est au niveau de l'entrée, il se trouve face à ces 12 témoins. Ces témoins sont grandeur nature, ce sont des projections vidéo, donc ils bougent peu. Donc il y a un petit moment de surprise où le visiteur tout à coup se rend compte que ces personnes bougent. Il y a une musique de fond et il n'y a aucune explication. Évidemment, nous pouvions tenir cette pièce sans aucune explication puisque les explications vont venir plus tard. Ensuite, je vais vous montrer Voilà, nous commençons par la dignité humaine. Premier espace, l'espace de sensibilisation. Vous voyez cette sculpture de l'artiste américain George Segal. C'est Henri Dunant à sa table de travail écrivant le souvenir de Solferino. Et puis, sous lui, défilent des extraits du souvenir qui ont permis la création de la Croix-Rouge. Et nous expliquons comment, d'un choc
puis d'une attitude de ne pas accepter ce qu'il voyait. Je vous rappelle 40 000 morts et blessés abandonnés sur le champ de bataille. Dunant décide de réagir et puis d'agir, et puis ensuite il écrit pour faire des propositions. Reconnaissons que on est dans une salle dite de wow effect. C'était pas ce qu'on voulait. En l'occurrence, on l'avait prévu dans la première, mais en fait, c'est le mot qu'on entend le plus par les visiteurs quand ils entrent dans cette salle, c'est wow. C'est un très grand pied, comme vous le voyez, qui littéralement foule les reculs de la dignité humaine, alors que tout autour des parois, ce sont les avancées de la dignité humaine depuis le Code d'Hammurabi jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en passant évidemment, vous voyez ici, par l'original de la Convention de Genève. Une autre salle où l'adéquation contenant-contenu mérite d'être soulignée, c'est la salle des objets de prisonniers. Ces objets que les prisonniers visités par les délégués de la Croix-Rouge dans le cadre du respect des conventions de Genève, souvent offrent aux délégués en signe de reconnaissance. Ils sont faits avec les matériaux que l'on trouve en prison. C'est pour les détenus un moment de dignité, ce moment où ils peuvent créer. Les délégués leur apportent la protection, donc pouvoir rendre un cadeau, on est dans le principe du don contre don. Et puis évidemment, symboliquement, c'est une part de soi qui sort de la prison. Alors, ces objets viennent de contextes extrêmement différents, d'époques différentes. Le plus ancien date de la Première Guerre mondiale et le plus récent de la guerre d'Irak. Il ne s'agissait pas de les présenter dans une grande vitrine comme dans un musée des arts décoratifs, par exemple. Et là, l'architecte a très bien compris la chose. Ils sont chacun dans une petite vitrine qui peut symboliser une cellule si on le veut, et puis ils sont surtout nettement séparés les uns des autres, comme l'ont été les contextes, les différents conflits, puisque cette salle permet évidemment de manière indirecte un grand survol de la grande imagination violente dont nous sommes capables. Chacun des espaces se termine par ce que nous avons appelé la chambre des témoins. Et là, vous retrouvez 4 des 12 témoins que vous avez vus dans la première salle. Ils sont grandeur nature, comme dans la première salle, parce que ces témoins, nous tenions à ce que ce ne soit pas des visages sur des écrans, mais que ce soit des gens comme vous, comme moi, ce qu'ils sont, et donc qu'ils soient de notre taille et que nous soyons dans un rapport 1-1, pour ainsi dire, avec eux. Ce rapport également, nous l'avons voulu dans le fait qu'ils ne se mettent pas en marche au moment où le musée ouvre le matin et s'éteigne le soir quand nous fermons, mais le visiteur doit chaque fois faire quelque chose pour entendre le témoin. Ici, vous avez vu, ils ont tous la main levée, le visiteur doit appuyer sa main sur la main du témoin et le témoignage se déclenche. Il est maximum 3 minutes. Et puis vous voyez, ça a été une grande discussion pour nous et nous avons finalement choisi l'entier de la visite est audio guidé. Il n'y a pour ainsi dire pas de cartel à part des informations sur la provenance des objets évidemment, mais au niveau historique, il n'y en a quasiment pas. Et donc, chaque témoin parle dans sa langue. Il y a des langues originales où nous avons cherché un certain temps les traducteurs. Nous y tenions car si le visiteur doit lire le sous-titre,
il ne regarde plus le témoin et pour nous, c'était absolument capital de garder ce lien. Enfin, dernier rapport contenant-contenu, ce mur interactif qui s'appelle les couleurs de la dignité. En fait, vous voyez des gens qui touchent ce mur. Si vous êtes en recul du mur, vous voyez des formes que nous appelons entre nous des grands spaghettis qui défilent sur le mur. Vous pouvez regarder cette situation, la trouver jolie, moche et ne rien faire. Et vous pouvez vous approcher, mettre votre main sur le mur et à partir de ce moment, vous influencez la forme et la couleur qui est sur le mur. Je ne vais pas faire l'insulte à d'aussi éminents collègues de souligner la fonction symbolique de ce mur, mais qui est très appréciée par les visiteurs et qui comprennent assez rapidement que ce qu'on leur demande, c'est d'exprimer leur potentiel de changer le monde. Deuxième espace, relier les liens familiaux. Alors, l'étape de sensibilisation, c'est un couloir avec un rideau de chaînes. Et ces chaînes, donc, sont des chaînes métalliques, elles sont froides, évidemment, ce n'est pas un parcours très agréable. Et puis surtout, même si vous êtes en groupe, vous devez passer seul dans ce rideau de chêne, ne serait-ce déjà que pour éviter, vous savez, l'effet de la branche lors de la promenade en forêt, d'éviter qu'elle ne vous tombe dessus. Donc, symboliquement, vous traversez cet espace qui est assez court, hein, il est traversé en à peine 1 minute, mais vous le traversez seul. Et ensuite, vous arrivez dans cette grande pièce du fichier des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale, 6 millions de fiches, c'est une pièce majeure de notre collection, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Donc, vous sortez de cette expérience à la fois désagréable et de séparation et vous entrez dans cet espace où l'on voit ce qui a servi à réunir les familles ou à donner des informations sur les familles. Ici, un exemple de l'interactivité. C'est très abstrait, ce grand fichier. Alors, je ne vous vois pas très bien, mais j'imagine qu'une moitié de la salle est née après l'abandon de l'affiche. Et pour aujourd'hui, nos jeunes visiteurs, une fiche, c'est vraiment l'objet avec lequel j'ai fait moi mes études. Au cas où vous ne vous en seriez pas douté, c'est évidemment un objet de musée, une fiche. Et la Digital Born Generation adore ce moment. Donc nous avons fait faire des facsimilés. Évidemment, ce n'est pas la pièce de l'UNESCO qu'on peut toucher. Ce sont des facsimilés, mais qui sont vraiment extrêmement bien faits. Vous avez l'impression que ce sont les vrais. Et le parcours audio guidé vous explique toute la démarche qui était faite à l'agence centrale pour créer le lien entre le prisonnier et la famille. C'est un moment à la fois très concret, très émouvant aussi pour les gens qui l'écoutent. Et là, nous pensons que nous avons une vraie spécificité de musée à offrir, comme je vous en parlais tout à l'heure. Je vous parlais de l'adéquation contenant-contenu. Je ne me suis pas trop étendu sur le premier espace qui était assez traditionnel dans son concept architectural. Celui-ci l'est un peu moins avec cette tour. À l'origine, l'architecte burkinabé voulait du pisé. Et pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu. C'était trop lourd par rapport au sol. Et nous avons trouvé ce matériau qui y ressemble et qui est au fond un peu notre pisé. C'est du béton de chanvre, donc un matériau tout à fait naturel que l'artiste avait choisi, l'architecte, pardon, lapsus révélateur, avait choisi parce que pour lui, le pisé, c'est l'architecture de base de la maison qui est la base de l'habitat pour abriter la famille qui est la base de la société. Et donc, on est exactement dans notre thématique. Ça, c'est l'aspect extérieur. Juste pour votre info, ce sont des enfants, des photos d'enfants du Rwanda, mais qui ont été réunifiés avec leur famille après le génocide. C'est donc un élément très
positif, alors qu'à l'intérieur, la photo le rend mal. On est en fait dans une tour sur 2 niveaux que l'architecte a voulu comme une tour mémoriale à Srebrenica. C'est un grand drap sur lequel des femmes ont écrit les noms de leurs missings, des personnes disparues. Et puis au sol, c'est la réponse qui avait été donnée, puisque à l'époque, c'est la mise à jour des fosses communes dans lesquelles les seuls, à l'époque, on n'avait pas encore au point l'ADN, et la seule façon de reconnaître le disparu, en l'occurrence mort, était les habits retrouvés dans les fosses communes. Dernier espace, réduire les risques naturels avec un grand jeu interactif où l'on peut en 5 minutes symboliquement comprendre une catastrophe naturelle. Un ouragan arrive, on organise les secours et à la fin, on a au centre de la table, ici, apparaît le nombre de vies qui ont été sauvées. Ça, je vous montre juste en passant. Je reviendrai un peu plus loin sur les cartons. Ici, à droite, l'œuvre d'un artiste français, Pierrick Sorin. Alors, on s'est trouvé avec cette difficulté que la prévention, c'est vraiment pas quelque chose de sexy à montrer dans un musée. C'est des règles, des normes, des choses comme ça. Enfin, le vrai musée du panneau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment on fait? Je veux dire, ça a pris très long. Jusqu'à ce qu'un matin, en me rasant, comme on dit chez vous, nous avons eu l'idée de demander à un artiste, et en l'occurrence à Pierrick Sorin, dont je connaissais très bien le travail depuis un certain temps, en espérant qu'il accepte, et vous voyez, il l'a accepté, de nous réaliser des petits théâtres optiques qui montrent la prévention. Alors, il y a la prévention devant le tsunami, la prévention devant l'ouragan, c'est ce que vous voyez ici, et puis la prévention des latrines, des improved latrines de l'autre côté. Et puis, dernier exemple, les témoins, ici, ils sont assis, toujours grandeur nature, mais ils sont filmés assis, et donc le visiteur doit s'asseoir sur la chaise pour déclencher le témoignage. Mais là, un mot. Bon, vous êtes familier avec l'architecture de Shigeru Ban et son architecture en carton, ces grands cartons que vous voyez ici, qui évidemment étaient extrêmement adéquats avec l'idée de réduire les risques naturels, puisque ces cartons sont ceux de même type que ceux qu'il utilise dans les reconstructions provisoires qu'il fait après des catastrophes naturelles. Donc, vous l'avez vu, au début, un espace, au fond, scénographié, j'ai envie de dire, par un scénographe de manière habituelle, des grands panneaux noirs. Le deuxième espace, l'élément prédominant est le béton de chanvre de la tour. Et puis, le troisième espace qui, lui, est entièrement en carton. L'effet, l'impact très fort sur le visiteur, et on s'en rend compte, c'est que avec ces 3 espaces, certes très différents dans le propos, mais s'ils avaient été conçus par la même personne, probablement auraient couru le danger d'avoir une espèce d'assimilation au niveau visuel. Et là, d'avoir 3 architectes différents avec 3 éléments force différents fait que le visiteur se rappelle aussi beaucoup plus facilement du contenu en lien avec le contenant. Ah oui, les risques, c'est l'espace en carton. Ah oui, la famille, c'est l'espace en pisé. Donc, de notre point de vue, c'est une transformation réussie, mais je gage que vous auriez été surpris que je vous dise le contraire. Merci. Merci beaucoup, cher Roger Mailloux, pour cette présentation bien détaillée de tous les dispositifs participatifs de votre musée. Merci à tous les 3 pour le partage de chacune de vos approches qui nous ont permis de découvrir des regards croisés
et des expériences pleines d'inventivité et de stratégies de contournement, de positionnement originaux. Nous allons prendre tout de suite les questions de la salle, s'il y en a, parce que bien entendu, on a un petit peu débordé. Donc la parole est à vous. Je pense qu'il y a des micros qui circulent. Il y a des micros qui circulent dans la salle pour les questions. Y a-t-il des questions ? Alors moi j'en ai peut-être une qui concernerait les deux premiers exemples de Pont-Aven et du musée de la Croix. Dominique de Fonréau, vous avez parlé d'alliés, on a parlé de réseau. Comment aujourd'hui envisagez-vous l'avenir pour enrichir votre récit, enrichir ce que vous donnez à voir aux visiteurs en développant les réseaux, peut-être au-delà des dépôts d'Orsay, peut-être au-delà de l'alliance formelle avec le Louvre pour vous? Pour les réseaux, en fait, ce projet qu'on a, qui donc aura lieu demain et après-demain, donc de ce premier rendez-vous à l'atelier, c'est l'idée d'en faire un rendez-vous régulier. Donc c'est l'idée qu'il s'accroisse petit à petit à l'ensemble d'abord de l'Île-de-France, puis dans la France, peut-être dans l'Europe. Donc on voudrait en fait concourir pour l'année européenne du patrimoine en s'alliant avec des collègues européens pour ce projet-là, l'année européenne du patrimoine, dont les concours ont été lancés et doivent être rendus pour la fin novembre. Donc c'est vraiment un projet de réseau. Maintenant, au-delà du réseau, la vraie difficulté à laquelle se heurte aujourd'hui le musée de la Croix, encore plus que les moyens financiers, c'est l'espace. Et nous, on ne peut pas faire ce que tu as fait, Estelle, avec beaucoup de justesse, c'est-à-dire changer de lieu, parce que si on n'est plus dans l'atelier de la Croix, on n'est plus le musée de la Croix, donc ça s'arrête tout de suite. Mais là, il y a un véritable enjeu. Dans un des quartiers aujourd'hui qui est un des plus chers de Paris, ce qui n'était pas le cas au moment où de la Croix s'est installée, mais c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que si nous n'arrivons pas à, et je l'ai dit clairement au séminaire muséographique du Louvre ou dans d'autres instances, si nous n'arrivons pas à accroître en louant ou en achetant des espaces du même lieu, on n'arrivera pas à fournir les espaces d'accueil que souhaitent les visiteurs. Je crois que c'est vraiment parce que aujourd'hui, et c'est une chance et je m'en réjouis, mais cette idée de contourner un peu les difficultés auxquelles on se heurtait, c'est-à-dire le risque de l'entre-soi, parler de Delacroix alors que Delacroix était ailleurs, je pense que la stratégie mise en œuvre depuis 4 ans fonctionne maintenant bien, puisqu'on est vraiment en progression régulière de fréquentation, y compris l'année dernière où toute la fréquentation a baissé ailleurs, elle a augmenté de 20% au musée de la Croix. Donc je pense qu'on est sur le bon élément et je m'en réjouis. Pas d'autosatisfaction non plus en disant ça, c'est juste le fait d'être contente. En tout cas, c'est une satisfaction partagée. Mais maintenant, on sait que le visiteur de musée aujourd'hui a besoin, pour lui ça fait partie de l'expérience de musée, d'un espace de repos, d'un espace de restauration, d'un espace... Enfin, ça fait partie de notre expérience. Moi, la première d'ailleurs. Je crois qu'il faut arrêter de penser qu'on est différent des visiteurs de nos musées. Moi, j'adore aller, par exemple, pour donner un exemple, d'aller manger un sandwich ou même boire un thé dans le restaurant installé sous les décors de Maurice au Viennet. Enfin, et lequel d'entre vous ne l'aime pas non plus. Donc, il faut quand même faut reconnaître ces éléments-là. Ça fait partie de l'expérience muséale et c'est là où on est un peu bloqué. Donc, pour le reste, on va y arriver. Mais je pense que là, il y a un regret de ma part parce que le musée a précédé la copropriété. Et là, il y a certainement eu un aveuglement, dans les années 1950, de vouloir acquérir que les lieux mêmes de Delacroix. Alors, ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était d'acquérir au moins l'ensemble de ce qui était autour. Ça, c'était une véritable évidence. Là, il y a eu et les moyens étaient là en plus, donc j'essaye de pas trop m'apesantir là-dessus. C'était il y a 65 ans, donc bon, il faut voilà. Mais n'empêche que là, il y a eu un calcul un peu à courte vue. C'est la raison pour laquelle, et je vais finir là-dessus pour passer la parole à Estelle, même si c'est sans doute peut-être pas moi qui arriverai à acquérir des lieux autour, je le dis aujourd'hui pour que ce soit inscrit et que mon successeur ou ma successrice puisse s'en emparer, parce que c'est comme ça qu'il faut avancer. Et c'est la chance de ce que nous avons, c'est que nous inscrivons dans un temps long et que notre dignité, c'est celle de travailler pour ceux qui nous suivront. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup, beaucoup dans mon métier. Merci. Alors, concernant Pont-Aven, je dirais maintenant, on a notre lieu à bonne dimension, je l'espère, pour un certain nombre d'années. L'effort maintenant, c'est vraiment améliorer, je dirais, la qualité, la notoriété de la collection permanente. Clairement, c'est la priorité.
Donc nous allons, on l'espère, pouvoir développer cette politique de dépôt. Alors je dirais que ça passe aussi par les musées les plus proches du Grand Ouest, hein, puisque l'école de Pont-Aven est quand même représentée dans plusieurs musées de Bretagne et même un petit peu au-delà. Et puis, je dirais, il ne faut pas négliger non plus le rôle de nos collègues américains nous concernant, à double titre, puisque, comme je le disais, nous voulons étoffer la partie dédiée aux artistes américains venus à Pont-Aven. Et pour le coup, ce ne sont pas des artistes encore très onéreux pour nous, ce ne sont pas les plus connus et les plus recherchés sur le marché de l'art. Mais par contre, on aurait besoin de relais américains pour les identifier, ces tableaux, quand ils passent en vente aux États-Unis notamment. Et aussi, pourquoi pas un partenaire américain dans le cadre d'une politique d'échange ou de dépôt. Et pour finir, je dirais aussi peut-être élargir les horizons dans ce travail public-privé. Nous sommes plutôt satisfaits d'avoir à nos côtés quelques mécènes, comme le CIC Ouest, le groupe Loc Maria, qui est lié aux Galettes de Pont-Aven. Mais de mécènes, on est lucide, c'est pas suffisant et c'est pas inscrit forcément dans une durée certaine, voilà, même si ça se passe bien aujourd'hui. Et donc, on est à se dire que nous aussi, il faut qu'on en vienne à la création d'un fonds de dotation pour essayer de permettre à un club de mécènes de vivre. Et d'ailleurs, le 25 octobre prochain, nous organisons une soirée en ce sens au musée de Pont-Aven pour gagner en réseau, justement, gagner en contact. Et je pense que c'est dans l'intérêt un petit peu partagé, en tout cas sur notre territoire. Si la notoriété du musée de Pont-Aven eh bien, fait rayonner aussi l'activité économique, tant mieux. On le sait en tout cas au niveau du tourisme. Et inversement, s'il peut y avoir un retour dans les contributions et ne pas non plus attendre tout des subventions, puisque les subventions, on en a tous besoin, mais je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État en ce qui nous concerne. Voilà. Il faut développer d'autres biais. Écoutez, oui, pour nous aussi, les réseaux sont importants. Alors, la première chose à laquelle on pourrait penser, c'est les musées Croix-Rouge, Croissant-Rouge, mais on est le plus grand et le meilleur dans le monde, évidemment. Enfin, c'est pas parce que c'est lié au headquarters, mais non. Pour nous, ce qui est le plus intéressant, ce sont les musées d'histoire et de société, et de développer des partenariats avec des musées qui ont une approche de la thématique proche de la nôtre. Alors, évidemment, je ne peux pas ne pas prendre comme exemple celui d'ici, puisque nous sommes en train de développer une exposition en partenariat avec Confluence. Nous avons une façon très proche d'aborder les thématiques liées à la société. C'est dans ce sens, nous, que nous établissons les réseaux. Merci beaucoup. Je laisse donc la parole à la deuxième table ronde qui va être modérée par Marie-Grâce.